Allô Julien, Allô Rudy? bienvenue pour ton deuxième podcast Super Physique. Bah merci. Donc il nous restait une petite tonne de questions à répondre déjà de la dernière fois. Ouais. Donc on va commencer par celle-ci. Ah, je vais peut-être saluer d'abord nos auditeurs, hein. Merci de nous rejoindre pour le deuxième. Je précise que Julien a toujours le même avatar de nounours pourri. Merci. Tu fais très sérieux. Alors, dans l'ordre, donc on en était en fait à comment analyser la sensation de fatigue lors de l'entraînement. Énergétique, nerveuse, musculaire. Ouais. Donc, Énergétique et musculaire, c'est un peu pareil. comment on analyse la sensation de fatigue? Bah, c'est une question en fait très compliquée parce que disons que la fatigue nerveuse, donc on va dire qu'elle prend son origine dans le cerveau, elle est très très reliée à ce qui se passe dans le muscle. Donc par exemple, on sait que quand et puis vice versa, quand le niveau de glycogène musculaire diminue donc au cours de l'exercice, c'est-à-dire qu'on se dépense, et ben en même temps il y a une fatigue nerveuse qui s'installe, c'est-à-dire que tout ça, ça se passe un petit peu ensemble. Donc peut-être aussi que c'est un signal pour nous, notre organisme nous signale une fatigue au niveau du cerveau pour nous dire ah tu manques d'énergie, donc attention, parce que bon évidemment on n'est pas dans la savane, mais sur le plan de l'évolution, peut-être que quand on était en train de courir après des gazelles, ça pouvait être intéressant de savoir si on était fatigué ou pas, pour pouvoir mieux échapper à des dangers ou des choses comme ça. Donc là tu dis que c'est dépendant, mais est-ce que l'un peut prendre le dessus sur l'autre? Oui, par contre, faire le distinguo comme ça, au simple ressenti subjectif, c'est assez compliqué, donc j'ai réfléchi à la question au préalable, parce que euh, je pense que c'est pas vraiment possible de savoir que la fatigue est uniquement d'origine énergétique. Parce que finalement, de l'énergie, bon, il y a le glycogène, mais quand il y a plus de glycogène, on a toujours les lipides. Il y a toujours une source d'énergie qui existe en fait. C'est sa disponibilité qui est moins bonne. Et donc la fatigue, c'est quand même quelque chose qui est avant tout nerveux. Et après, il y a quelques petits indicatifs qui sont intéressants. Donc, par exemple, si vous êtes en train de vous entraîner à la salle de sport, quand vous faites par exemple une série de développés couchés, au fur et à mesure que ça devient difficile, vous avez de plus en plus de mal à pousser la barre, donc c'est de plus en plus, le mouvement est de plus en plus ralenti. Et il y a un moment où énergiquement dans le muscle, vous sentez que vous avez plus d'énergie. Mais il y a des fois où quand vous poussez une barre, notamment quand elles sont lourdes, vous êtes en train de pousser et d'un seul coup, ça coupe, vous avez plus de force. Je pense que Rudy, tu dois connaître ce Non, problème. moi j'ai toujours de la force. C'est d'accord, mais quand tu étais un petit peu plus jeune et que tu faisais un peu de force athlétique, Ouais, je vois ce que tu veux dire. tu sais le fait que ça coupe d'un seul Ouais, coup. ça coupe d'un coup quand Voilà, c'est donc trop lourd. voilà, ça c'est le système nerveux, c'est typiquement nerveux qui coupe l'effort. Donc là, on peut dire que c'est une fatigue nerveuse, ça. Donc il y a une bonne méthode pour se préserver d'une fatigue nerveuse excessive, c'est d'éviter d'aller à l'échec quand on s'entraîne. Parce que l'échec, c'est pas un échec énergétique, justement, comme la réserve d'énergie, elle existe de toute façon, même si elle va diminuer, elle sera toujours là, il y a toujours un substrat qui va pouvoir arriver à un moment ou à un autre. Donc ça veut dire qu'on a épuisé son système nerveux. Donc c'est pas forcément une bonne stratégie d'ailleurs, à mon sens, d'aller trop souvent à l'échec en musculation. Des fois c'est bien, mais c'est peut-être pas toujours idéal. Mais la plupart du temps, il ne faut pas y aller. Non mais D'après. ce sera l'article de la semaine prochaine. Faut-il aller à l'échec? Mais c'est un bon article ça. Je pense que ça va aider des gens. Et d'ailleurs, on peut prendre aussi, je pense, à Michael Gundil, parce qu'on le voit s'entraîner sur ses vidéos. Vraiment, il pousse ses séries. Donc on a vraiment l'impression qu'il va à l'échec constamment. Donc c'est un peu particulier parce qu'il a quand même beaucoup plus d'expérience au niveau de l'entraînement. Mais néanmoins, ce qu'il faut préciser, c'est qu'entre ces séries, il prend des temps de repos qui sont énormes. Donc parfois 1 heure de repos entre 2 séries, enfin, en général c'est un peu moins. Mais non, mais même si c'est très drôle, de fait ça peut permettre de s'entraîner vraiment en allant au bout de toutes ses capacités, parce qu'on a le temps de récupérer d'une série à l'autre finalement. Ouais, mais puis tu sais qu'on dort 12 à 14 heures par jour. Ça va. Ouais, mais c'est pas le cas de tout le monde quoi.
Donc sinon, pour déterminer la fatigue d'origine énergétique ou nerveuse, il n'y a pas vraiment beaucoup d'indicatifs. Donc Surtout en musculation, quand on peut dire que comment la fatigue énergétique, ça arrive plus sur des efforts d'endurance, style marathon ou... bah, non, je suis pas d'accord non plus. Je suis pas complètement d'accord non plus, parce que ça reste nerveux aussi avant tout, hein. Je veux dire, on se sent fatigué, mais on peut repousser ce seuil de fatigue avec la volonté. Il y a aussi une caractéristique peut-être qu'on peut mettre en avant en ce qui concerne la fatigue nerveuse, c'est que quand elle devient trop importante, elle échappe à la volonté. Quand vous avez un manque d'énergie, vous pouvez vous booster, vous pouvez vous dire je suis fatigué, mais bon, je vais me lever, je vais y aller, je vais aller travailler, je vais continuer mon effort, etc. C'est-à-dire que là, votre nerveux prend le pas sur votre énergie. Vous êtes capable de contrôler votre corps. Par contre, quand le système nerveux coupe, tu peux absolument rien faire. Donc, pour reprendre l'exemple où tu es sous la barre, ça coupe. Tu auras beau dire je peux, non, tu peux plus. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais il me semble, je voulais dire qu'en fait, plus l'effort est long, moins la part du système nerveux est importante dans la fatigue. Mais c'est pas ton avis non plus. Bah, si, d'une certaine manière, mais le problème c'est que, comme c'est vraiment assez lié aussi, les deux ensemble, c'est difficile de dire, mais sinon oui, d'une certaine manière, oui, progressivement, au fur et à mesure que l'effort augmente, c'est vrai. Puis en plus, bon, pour les efforts de longue endurance, il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en jeu, comme la baisse de l'hydratation ou la baisse du taux de sodium dans le sang, comme on transpire, on perd du sodium, donc si on n'a pas une bonne nutrition de l'entraînement, de fait, on aggrave beaucoup la fatigue nerveuse, par exemple. Parce que la déshydratation, par exemple, on sait que c'est un facteur qui fait énormément baisser la performance, même quand elle est faible à l'effort. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours boire quand on fait du sport, même si on n'a pas forcément très soif d'ailleurs, ce qui est un peu différent de la vie de tous les jours. Mais donc ça a un effet surtout sur le système nerveux. Parce qu'au niveau de la réserve énergétique, le fait de boire un peu d'eau, ça n'a pas grand effet. Donc, on va attaquer la deuxième question. Oui. Alors, y a-t-il des stratégies à avoir pour avoir la niaque après un somme? Donc, Oui. Imaginons, j'ai le temps de faire une sieste. On a l'habitude, imaginons que tu fais une sieste, après, normalement, t'es mort. T'as du mal à te réveiller. Comment je fais pour être en forme? Attends, ça me fait penser à un truc là, excuse-moi, je reviens sur la question précédente. C'est qu'en fait, j'avais préparé un article pour Super Physique il y a quelques temps, que j'ai pas fini, il faudra que je le finisse, puisque ça parle justement de la fatigue nerveuse, surtout. Donc, Bah, nous attendons cet article avec impatience. ouais, il est pas mal, enfin, je le trouve intéressant, mais ça prend du temps, c'est compliqué. Donc, j'essaierai de le finir un jour. Mais j'explique un peu tout ça un peu plus dans le détail. Donc oui, alors pour avoir la niaque après un somme, c'est ça la question? C'est ça. T'as déjà fait des siestes, Rudy? Ça t'arrive? Non, très 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 rare. Tu fais pas de sieste, donc tu fais une nuit de sommeil Voilà, et puis si j'ai pas bien dormi ou si j'ai pas dormi assez, bah tant pis, hein. tant- J'ai pas trop le temps de faire une sieste. D'accord. Donc alors bon, pour ceux qui font des siestes un petit peu, vous avez peut-être remarqué que des fois vous vous réveillez de votre sieste, vous avez la tête complètement, comment dire, vous êtes légèrement dans le coton, et il y a d'autres fois où vous vous réveillez et puis vous êtes d'un seul coup vraiment en forme, quoi. Vous êtes prêt tout de suite à partir au travail. Donc ce qu'il faut, c'est réussir justement à faire une sieste et à se réveiller à ce moment-là où on est en forme. Donc c'est quelque chose qui a été pas mal étudié en fait par la NASA, puisqu'ils ont à un moment ils se sont pas mal penchés sur la physiologie du sommeil et ils ont développé ce qu'ils ont appelé le power nap. Donc littéralement ça veut dire la sieste puissante. Et l'objectif de ça, du power nap, c'était de trouver une manière de maximiser le bénéfice du sommeil au détriment du temps. C'est-à-dire trouver le moment où le sommeil va être le plus reposant, mais où ça nous fera perdre le moins de temps dans la journée. Tu me suis? Ouais. Ouais, bien sûr. Je suis en train de regarder si je le trouve sur internet, ton truc. Power nap, oui, tu dois pouvoir trouver. Donc voilà. Alors en fait, tout le basique de ça, c'est que au niveau du sommeil, on a des phases
Je sais pas si vous connaissez un peu les phases du sommeil, c'est un peu peut-être pas évident. Pour ceux qui connaissent pas trop, il y a un gros article dans le dernier Sport Heavy Sur le sommeil? sur le sommeil qui va être en 3 parties. Donc là, c'est la première partie et donc qui explique les différentes phases du sommeil. D'accord, bon, c'est intéressant ça. Donc il y a principalement deux grandes phases. Il y a une phase qu'on appelle le sommeil à ondes lentes. Ensuite, c'est le sommeil paradoxal. Donc le sommeil à ondes lentes, c'est une partie qui est assez grande, qui est subdivisée en phases lui-même. Le sommeil paradoxal, c'est une partie où on est très détendu au niveau musculaire. Et c'est pendant cette période-là qu'on a des rêves. Donc si vous rêvez ou vous rappelez de vos rêves, c'est parce que vous allez rentrer dans une période de sommeil paradoxal. Le problème, c'est que si on est réveillé pendant cette période de sommeil paradoxal, bah alors là, c'est à ce moment-là en fait qu'on est complètement dans le coton. Parce qu'il y a eu ce relâchement probablement au niveau du système nerveux de détente vraiment totale. Et le temps de réveiller le cerveau, c'est quelque chose qui est assez long et qui se fait pas comme ça. Donc l'idée du power nap, c'est de se réveiller pendant le sommeil, la phase de sommeil à ondes lentes, et plus précisément, si possible, bon alors c'est une phase qui est divisée en quatre stades, et les deux premiers stades sont un sommeil assez léger. Ensuite le sommeil augmente en profondeur. Donc il y a le sommeil profond, le sommeil très profond qui suivent, donc c'est les stades 3 et 4. Donc l'idée c'est de se réveiller avant le stade 3 ou juste au début. Et donc avec le power nap, on peut y arriver. Mais si on n'a pas le power nap, comment on fait? Le power nap, en fait, c'est juste le nom de la technique. Je vais expliquer comment on peut faire, Ah, pour réussir le power nap. Donc, le temps des cycles de sommeil, il varie beaucoup selon les gens, enfin beaucoup, plus ou moins. Mais bon, grosso modo, on sait que pour ne pas entrer dans ces phases-là où on commence à avoir un sommeil profond, il faut essayer de dormir, si possible, moins d'une heure. Idéalement, peut-être moins de 3/4 d'heure. Donc déjà, la première chose à faire, ça veut dire qu'il faut limiter sa sieste à un temps court. Donc ça peut être inférieur à 45 minutes, mais il faut savoir qu'un power nap, ça peut durer 1 minute. Par exemple, tu es vraiment crevé, tu t'allonges 1 minute et quelqu'un te réveille, bah tu sens déjà une différence, tu te sens plus en forme. 1 minute, ça suffit pour, resynthétiser certains neurotransmetteurs au niveau du cerveau qui vont faire que on sera plus alerte, qu'on sera plus performant. ça c'est marrant ça, 1 minute. Ah oui, ça peut suffire. Moi, j'ai déjà fait des power naps vraiment courts et quand t'es vraiment très très fatigué, ça t'aide beaucoup. Mais le truc qui doit être dur, c'est de se réveiller au bout d'1 minute. Alors, justement, c'est ça toute la problématique. Comment faire pour se réveiller avant de rentrer dans le sommeil profond? Donc, il y a plusieurs stratégies à faire. Bon, déjà, quand on a un peu l'habitude, après, ça a tendance à venir tout seul. Moi, personnellement, ce que j'essaie de faire, c'est de m'endormir dans un environnement bruyant. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment fatigué, par exemple, vous mettez la tête dans les bras ou je ne sais pas, n'importe où, hein, au bureau par exemple. Moi, il m'est arrivé de faire ça au bureau. Et comme il y a toujours du bruit autour de vous, si vous êtes vraiment fatigué, vous allez réussir à vous endormir un petit peu, mais pas assez. Vous allez être très rapidement réveillé par le bruit ambiant. Mais vous aurez quand même récupéré. Donc ça, c'est une petite méthode qu'on peut faire assez facilement n'importe où. Donc je fous la musique à fond chez moi et j'essaye de dormir. Ouais, je m'explique à fond, je pense pas que tu vas arriver à dormir, mais... alors c'est peut-être pas la méthode la plus facile, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'endormir quand il y a trop de bruit. Il y a une autre méthode qui s'appelle, les gens ont appelé ça, il y a des gens qui appellent ça le caféine nap, parce qu'en fait ça revient à prendre une tasse de café et aller se coucher, juste après sa tasse de café. Parce qu'en fait la caféine met environ entre 15 à 30 minutes à faire effet. De fait, si vous vous couchez, au début vous n'aurez pas de mal à vous endormir, et au bout de 15 à 30 minutes, l'effet de la caféine va vous aider à vous réveiller. Donc c'est pas mal ça aussi. Ouais, c'est pourquoi je suis tombé sur Wikipédia, ça parle justement de la caféine nap. Ouais. Et sinon, la seule méthode vraiment bien, c'est le réveil. Hein. Vous avez un radio réveil, vous avez une montre, vous regardez l'heure, vous mettez votre réveil dans 20 minutes et vous essayez de dormir. Et après, aussi, il y a une question d'habitude d'apprendre à se détendre. En général, quand on est vraiment fatigué, on arrive à se détendre assez facilement, mais si on ne l'est pas trop et qu'on va faire par exemple une sieste avant sa séance de sport, faut s'entraîner un petit peu, apprendre à se détendre. Au début, peut-être on va pas vraiment dormir, on va juste se détendre, mais c'est toujours bien. Et voilà. Et si on arrive à faire effectivement un vrai power nap avant son entraînement, c'est vrai qu'au niveau de la force, au niveau
au niveau de l'énergie, on se sent mieux. Là, tiens, ça rejoint la première question. On se sent mieux au niveau de l'énergie et de la force, parce que c'est nerveux. On a dormi, on a récupéré de l'énergie au niveau du cerveau, et en disant qu'on a une volonté qui est un peu plus puissante. Comme si on avait bien dormi. Voilà. Donc, s'endormir avec du bruit, ou mettre son réveil pour pas dormir très longtemps. Voilà, c'est ça. Donc, pour continuer pour avoir la forme, pour bien récupérer, Ouais. quelles sont les différentes manières de récupérer au niveau nerveux, que ce soit avec l'alimentation ou les suppléments? Bah, il aurait pu nous demander aussi avec le mode de vie. Parce que le power nap, c'est c'est une technique du mode de vie finalement. C'est ni l'alimentation ni les suppléments. Et c'est très efficace. Donc ça, c'est une méthode qui est pas mal. D'ailleurs, pour le sommeil, il y a aussi d'autres méthodes qui sont utilisées. Bon, ça par contre, j'ai jamais essayé. C'est le sommeil polyphasique, ça s'appelle. Qui consiste à... Qui consiste à diminuer son temps de sommeil total sur la journée et à le couper en phase très courte. Donc typiquement, en fait, ça revient à faire un peu des power naps, mais plusieurs fois dans la journée, à intervalles assez réguliers. Donc il y a plusieurs techniques qui existent, ça peut être par exemple une sieste toutes les 4 heures, etc. Donc c'est assez spécial, il faut déjà pouvoir le faire. Bah, c'est pas mal, ouais, que t'es au bureau, tu dis bon bah je fais ma petite sieste hein, les gars. Et puis 3 heures après je dis bon bah je m'y remets hein. À tout à l'heure hein. Bah c'est pas 3 heures après parce que tu fais une sieste qui dure 1 heure quoi, maxi. Donc Ah, donc 1 heure, imaginons, il est 8 heures du mat. T'arrives au bureau, tu bosses un peu, bon, 10 heures, je fais une petite sieste d'1 heure. Et 11 heures, à 14 heures tu dis bon, je refais une petite sieste. là c'est un petit peu ça. Donc il est 15 heures, puis à 17 heures, le matin, tu dis bon, bah, je fais une sieste avant de partir. C'est un petit peu ça, mais enfin c'est un petit peu moins. Quand tu fais beaucoup de siestes, tu fais moins de siestes. Mais au final, avec ces méthodes-là, bon, paraît-il que certaines personnes arrivent à diminuer leur temps de sommeil total sur la journée par 2. Ce qui est beaucoup quand même. C'est-à-dire que tu as 2 fois plus de temps, enfin, non pas 2 fois plus de temps, mais tu gagnes un certain nombre d'heures utiles dans ta journée. Ah, Donc, d'ailleurs, je saute une question, parce qu'il y a quelqu'un qui demande des conseils nutritifs pour avoir besoin de moins dormir. bah, c'est un peu... question bizarre ça. Enfin, bizarre, non c'est pas bizarre, mais... c'est-à-dire que c'est un peu trompeur. Parce que par exemple, bah, je crois que c'est ce qu'on en parlait dans le premier podcast, Rudy, t'as dû voir que quand tu fais une sèche, tu commences à moins dormir. Ouais, parce que t'es nerveux, quoi. Ouais, T'as la rage, quoi. ouais, mais ça veut pas dire qu'on récupère mieux pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah c'est que non, tu récupères pas, mais seulement t'as la niaque, quoi. Tu sens que qu'il y a un petit moment, quoi, après t'es mort. Hmm. Donc pour bien dormir en termes de qualité, il faut, si possible, avoir un statut énergétique assez bon. C'est-à-dire ne pas être en sèche, ne pas être dans un régime trop draconien. Mais bon après, ce qu'il faut, disons que la sensation d'avoir bien dormi, la sensation subjective d'avoir bien dormi, est souvent liée à la qualité aussi du sommeil paradoxal. Par exemple, quand vous rêvez, à moins que ce soit un cauchemar, et que vous vous réveillez en pensant à votre rêve, ça veut dire en général qu'on s'est réveillé à la fin d'un cycle de sommeil complet, c'est-à-dire juste après la fin de la partie de sommeil paradoxal. Non, mais souvent, vous savez, on n'a pas eu la fin du rêve. Bah, c'est l'impression peut-être que tu en as, mais en règle générale, quand on se réveille comme ça, on est plutôt bien, juste à la fin. Je sais pas si tu as des souvenirs de ce genre de Ouais, choses. moi, je suis toujours dégoûté d'avoir pas la fin de mon rêve. Ouais, mais quand tu te lèves au niveau de ta forme, c'est bien. Ou tu Bah, en général, je me lève pas directement après la fin du rêve. surtout si c'est un rêve érotique. Tu parles pour toi d'expérience? Pas comme tout le monde. Hein. Mais bon, alors attends, parce que maintenant je suis déconcentré. Ouais, ça y est, il parle de rêve érotique et puis ça, il est plus là. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais de différentes phases de sommeil, qu'on se réveille, on était en forme, qu'on se levait après avoir été réveillé au milieu d'un rêve. Ah oui. Donc la question... Oui, donc alors, pour essayer d'améliorer la rapidité avec laquelle on tombe dans le sommeil paradoxal et puis son amplitude, donc ça va améliorer le sommeil de manière subjective. Il y a des suppléments qui font ça, c'est le magnésium et le zinc. Donc le ZMA, donc. Tout à fait. Donc c'est pour ça que le ZMA est assez, entre guillemets, vendu et couru pour le sommeil. Mais en fait, ça pourrait être du magnésium et du zinc tout autre. Hein. Le ZMA, c'est une Ouais, appellation. c'est juste que c'est vendu cher en général, quoi. Voilà. Il y a d'autres choses que le ZMA.
qui font aussi cet effet-là. Donc par exemple, les gens qui prennent ça ont des fois ils disent qu'ils se rappellent mieux de leur rêve, ont l'impression de mieux dormir, etc. Bon, enfin c'est un ressenti réel, hein. Et donc c'est pas mal. Ces deux suppléments-là pour bien dormir, c'est bien. Au niveau de l'alimentation, ce qu'il faut, c'est avoir quand même des repas normaux. Bah, par exemple, faire un repas le soir où on mange que des glucides, c'est pas vraiment bon. Ça favorise l'endormissement rapide. C'est sûr, après tu dors. Bah ouais. Ouais, t'es mort le lendemain. Voilà, en qualité de sommeil, c'est pas bon. Parce que quand même notre cerveau fonctionne pendant la nuit et les neurotransmetteurs sont produits à partir des protéines. Donc c'est quand même bien d'avoir aussi une source de protéines le soir. Donc à choisir, il vaut mieux manger que des protéines avant de se coucher, comme ce que font certains pratiquants de musculation, plutôt que des glucides, ce que font parfois des gens au régime ou je ne sais quoi qui se disent je veux pas manger grand chose, je vais grignoter juste un peu de céréales, quelque chose comme ça. Ça c'est pas une bonne idée pour bien dormir. Ah, c'est pas une bonne idée pour rien du tout en fait. Oui, c'est sûr, ouais. C'est pas une bonne idée pour rien du tout. Mais donc si on est au régime, oui, plutôt des protéines avant de se coucher. Et donc voilà. Et sinon, en fait, un repas complet, mais sans abuser sur les glucides. Plutôt des glucides à index glycémique bas. Ah, justement, je rebondis juste sur une question qui a rien à voir mais qui nous a été posée sur Ouais. le forum. Hein. Les personnes qui s'entraînent le soir. Ouais. Donc, tu sais, normalement après l'entraînement, on dit bon bah t'as ton repas, c'est peut-être après le plus gros de la journée où tu manges et tout. Mais si t'es proche d'aller dormir, alors est-ce que tu conseilles quand même de beaucoup manger après l'entraînement ou justement plutôt d'avoir plus mangé avant et pendant et de moins manger après parce que tu vas dormir rapidement? Bah, j'aborde un peu la question dans mon livre. Enfin, ça se voit un peu sur les exemples que j'ai mis dedans. Justement, j'ai fait exprès de prendre des exemples où il y avait parfois des glucides le soir. Enfin, c'est des exemples concrets hein, que j'avais eu avec des personnes. Parce que justement, on trouve souvent on diabolise les glucides le soir, alors que ça s'inscrit dans une cohérence. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes en régime ou en sèche, même avant une compétition, par exemple, vous avez des problèmes de sommeil et puis vous voulez relancer un peu votre métabolisme, prendre des glucides le soir, ça va pas être négatif. Vous allez mieux dormir et ça va vous aider à vous sentir mieux. Et vous n'allez pas spécialement grossir, parce que de toute façon, votre total calorique sur la journée, il est très faible. Donc il y a ça. Et sinon, pour le pratiquant plus de manière générale, c'est bien de prendre quand même un repas après l'entraînement, même si c'est le soir. Je veux dire un vrai repas avec des glucides de qualité. Alors évidemment, comme c'est le soir, faut pas prendre des glucides à index glycémique élevé, plutôt des glucides à index glycémique bas. De toute façon, il y avait une question, c'est y a-t-il intérêt à consommer des sucres à haut index glycémique à part pendant l'entraînement? Non. Y a-t-il intérêt à bouffer des bonbons quoi? Après, autour de l'entraînement, non. Après, il peut y avoir des moments, des raisons pour lesquelles, selon le type de personne ou le moment, etc., où les index glycémiques élevés en dehors de l'entraînement, ça peut être utile, mais c'est pas le sujet. Puis ça, encore, j'en parle un peu dans le livre. Mais sinon, d'une manière générale, si vous entraînez le soir, vous êtes en train d'essayer de prendre du muscle, vous êtes en période de prise de muscle ou de prise de masse, il vaut mieux manger après l'entraînement, même si vous avez très bien mangé avant l'entraînement et que vous avez mangé pendant, c'est pas suffisant. Si vous mangez uniquement des protéines, par exemple, juste après l'entraînement et que vous allez vous coucher, si le lendemain matin vous vous réveillez en mourant de faim, c'est qu'il y a un problème, parce que ça veut dire que vous avez, en termes, on peut dire que vous avez catabolisé pendant la nuit. En tout cas, vous n'avez pas tiré tous les bénéfices de votre entraînement. Donc c'est pas bon. Donc si on a peur de faire un petit peu trop de graisse en mangeant des glucides le soir, bah il suffit de réduire un petit peu ensuite les glucides la journée. C'est plus malin. Tu vois? Ouais, non mais moi je suis d'accord, c'était juste... D'accord. Bon, ça va. Donc pour en revenir, donc là on était avec notre petit aparté, à part le ZMA, y a-t-il d'autres suppléments qui aident à récupérer au niveau nerveux? Bah de manière juste pour le sommeil alors. C'est ça la question. Non, au niveau nerveux. Donc dans la journée, tout confondu en fait. Bah, en fait, c'est pas tant qu'il y ait énormément de... Enfin, disons, il y a des médicaments, hein. Ou des produits, entre guillemets, interdits, donc on n'en parlera pas, qui ont des effets comme ça marqués sur le système nerveux. Par contre, dans les compléments alimentaires, il n'y a pas énormément de choses. Il y a surtout des choses
qui peuvent empêcher le système nerveux de bien récupérer. Par exemple, c'est une problématique dont on parlait pas mal ces derniers temps, c'est le fer. Alors, on a expliqué pas mal que c'était plutôt dangereux puisque ça augmentait la mortalité de se supplémenter en fer quand on n'en avait pas besoin. Par contre, quand on a un vrai déficit en fer, on a des symptômes, on a du mal à récupérer. On peut faire une sorte de dépression d'ailleurs, une petite dépression, parce que le fer est indispensable pour le fonctionnement de certaines enzymes qui s'occupent de nous. Et donc il faut, si on a vraiment des problèmes de récupération, ça peut être bon de vérifier qu'on a un taux de ferritine, c'est la réserve de fer, qui est normal. Vérifier aussi le fonctionnement de sa thyroïde. Donc ne pas manquer de zinc aussi, ne pas manquer de vitamine D. Et puis il y a aussi un peu les vitamines B6, B9 et B12. Si on en manque aussi, on va avoir des petits symptômes, on va moins bien récupérer. Donc c'est pour ça, par exemple, on met de la B6 dans le ZMA. Ouais, pas tout à fait en fait. La B6 c'est un cofacteur qui aide dans la synthèse des neurotransmetteurs. Donc de fait, ça va amplifier cet effet du zinc et du magnésium sur les cycles du sommeil, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que quand on rêve, en fait, c'est qu'on a une activité cérébrale, donc cette activité-là, elle vient des neurotransmetteurs. Donc en fait, avec un petit peu de vitamine D6, comme c'est des doses qui sont assez importantes, entre guillemets, juste avant de se coucher, ça va avoir un petit effet sur l'instant. Et donc ça peut aider, ça accentue le bénéfice du produit, quoi. D'ailleurs, là, il y a un autre supplément, donc il y a une question, donc le glycine propionyl L-carnitine. Ouais, alors là, rien à voir avec le sommeil. Bah, je sais pas, ça suivait la question du sommeil, alors c'est pourquoi faire ça? Ça c'est, comment ça s'appelle? C'est un acide aminé qui est utilisé pour principalement augmenter la congestion. Tu vois ce que c'est la congestion? Ouais, mais j'attends en fait... la question c'est de savoir si c'est efficace, je suppose, ou... en fait, il y avait même pas de question, c'est... Julien en avait parlé, à quoi ça sert? Ah. Ça sert à... théoriquement à augmenter la production d'oxyde nitrique, donc il permet la vasodilatation des vaisseaux sanguins. Et donc comment ça marche, vu que c'est ni de la citrulline ni de l'arginine, donc c'est converti? Bonne question, comment ça marche Ouais, parce que c'est complètement différent là, du circuit habituel. Hein. Ouais, ça doit marcher au niveau, je pense, au niveau endothélial, c'est-à-dire au niveau des vaisseaux sanguins eux-mêmes, en modifiant la manière dont les enzymes produisent l'oxyde nitrique, je pense. J'avoue que je me suis pas penché spécialement sur la question. Et donc ça marche ou pas? Alors c'est un des seuls compléments qui a montré effectivement qu'il pouvait augmenter l'activité d'une enzyme dont j'ai oublié le nom, qui s'occupe justement de l'oxyde nitrique. Mais après ça marche, la question c'est pourquoi. Bon, par exemple c'est un complément qui est pas mal à prendre si on a des problèmes de vasodilatation. Donc, par exemple les problèmes d'ordre masculin de la libido. Ça te plaît ça. Ça te fait sourire. Non, mais ça touche des hommes quand même. Et c'est vrai donc que c'est quelque chose qui peut aider un petit peu. Enfin, c'est pas aussi efficace que le Viagra non plus. C'est intéressant d'avoir l'avis d'un consommateur quand même. C'est quoi cette connerie? Et donc voilà. Donc en musculation, c'est surtout utilisé pour la congestion. Parce que la congestion, c'est un afflux sanguin, donc il y a une vasodilatation, donc ça passe par le même mécanisme. Donc les gens, comme on aime bien, quand on fait de la muscu, souvent on aime bien cette sensation à la salle, comme disait Arnold Schwarzenegger, le pump. Donc les gens aiment bien prendre des produits pour augmenter cette sensation, et ils attribuent ça subjectivement à des bénéfices plus tard en termes de gains de muscles, quoi. Ils ont la sensation qu'ils ont plus travaillé, quoi. Voilà, ils ont été plus efficaces, etc. Donc concrètement, les études n'ont jamais montré pour l'instant un bénéfice notable. Il y a eu un petit peu avec l'arginine, alpha-kétobutyrate, je pense que peut-être les gens connaissent, AAKG. Que nous vendons sur le site. Sur le site, c'est vrai? Ouais, j'en ai mis.
D'accord, bah c'est un produit qui a un petit peu montré des gains de force ou de masse musculaire. Mais bon, au bout d'un certain temps, et puis c'était pas Ouais, donc énorme. là, pour l'instant, à part pour la congestion, y a pas vraiment de gain à long terme, quoi. Bon, disons que s'il y en a un, en tout cas, il est assez faible. Donc, par rapport au prix que ça coûte, ce genre de choses, pour la muscu, proprement dit, honnêtement, c'est pas vraiment très très utile. Enfin, je le mettrais pas dans la liste des choses indispensables, quoi. Donc, Ouais, à prendre par période pour s'amuser. voilà, exactement. Donc, ce genre de produit, pourquoi pas, c'est bien, ça peut être sympa, ça change, et puis voilà, on peut avoir envie de s'amuser. Mais en termes de performance pure, c'est pas. Vaut mieux se concentrer sur. Dans ta boutique, d'ailleurs, tu dis bien tout ce qui est vraiment utile, Ah ouais, quoi. la base, quoi. La prot, les BCA, les glucides déjà. Ouais. Puis après, Parce que on la voit quoi. base, quand c'est bien utilisé, ça marche très bien, quoi. Parce que les gens attendent aussi. Des fois, ils attendent un peu le produit miracle. Bah, c'est vrai que dès que c'est un nom un peu vachement marketing, parce que je reçois des demandes de suppléments, ils disent ouais, tu sais qu'ils sont dans la gamme par exemple de Citec, ils me disent ouais, ils sont pas, comment ça se fait? Je dis mais ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est du marketing. Puis au final, ils sont pas contents. Bah ouais, c'est dommage, mais bon. Ils sont pas contents. Juste pour conclure sur le sommeil, vu que je croyais que ça faisait partie de ça en fait. Donc le but c'est pas d'avoir besoin de moins d'heures de sommeil, c'est de bien dormir. Voilà la problématique. Ça, c'est la question ou c'est toi Non, qui... non, c'est moi qui dis la conclusion en fait sur le sommeil parce qu'on n'a pas donné de conclusion en fait. Ah ouais? Sur le Non? sommeil, parce que le truc c'était, ils Ah, voulaient tous dormir moins en fait. bah ouais, mais c'est-à-dire que souvent, si on dort mieux, on a tendance à dormir un peu moins aussi, quoi. Ouais, mais parce que là ils posaient la question en fait à l'envers, ils voulaient avoir besoin de moins dormir. Ouais. Voilà, Bah, alors que c'est déjà mieux dormir et après. ouais, mais pour moins dormir, en tout cas, au niveau nutritionnel, on en a parlé un petit peu. Après, je pense que si on veut vraiment moins dormir, il faut se tourner vers les techniques dont j'ai parlé, à savoir le power nap, enfin, la manipulation du sommeil, quoi. Hein, passer d'un sommeil monophasique, c'est-à-dire à dormir juste la nuit, à biphasique, c'est-à-dire avec une sieste, éventuellement triphasique ou polyphasique, avec des siestes répétées. Mais il faut pouvoir le faire, c'est pas évident. Donc Mais mettez-vous au chômage pour être en forme. exactement. Je pense que c'est une très bonne technique. De toute façon, il y a de plus en plus de chômeurs, donc c'est un bon moment pour se mettre au sommeil polyphasique. Donc voilà. Donc maintenant, les meilleurs suppléments anti-âge pour tous les domaines. Donc Tous les deux. ouais, pour tous les domaines. Alors la peau, circulation du sang, les os, les cheveux, sexuels, blabla. Recommandations en plus pour être le plus jeune, le plus longtemps possible. Donc, La chirurgie esthétique. voilà, donc là j'ai envie à moitié de renvoyer au livre de Michael Gundil, les suppléments anti-âge quoi, le guide des suppléments anti-âge. Bah oui, j'allais le faire justement. Parce Parce que que c'est vrai là c'est une question qui nécessite des heures de réponse. il est un peu petit le bouquin, mais il est bien expliqué, il est assez condensé. Donc c'est vrai que c'est pas mal. C'est trié aussi justement par En catégorie justement pour la voilà. peau, pour les os, les cheveux. Donc il y a des notes pour chaque supplément. Et donc ça coûte pas très cher en plus, je crois que c'est une quinzaine d'euros. Et donc il y a tout normalement, tous les suppléments les plus connus. Ouais. Et après, j'ai envie de dire pour rester en Jeune le plus longtemps possible. voilà jeune le plus longtemps possible. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est l'importance du mode de vie. Donc faire de la musculation, c'est très bien. C'est un très bon sport justement dans le but de prendre soin de sa santé et puis surtout de pas accélérer trop le vieillissement, parce que par exemple les gens qui font énormément des sports d'endurance, hein, ultramarathon, marathon, tout ça, c'est des sports qui génèrent beaucoup de radicaux libres, qui provoquent quand même un vieillissement un petit peu rapide au niveau de la peau. Par exemple, on voit qu'ils ont l'air un petit peu plus fatigués que quelqu'un qui fait de la musculation, parce que la musculation, les efforts sont plus courts, c'est un petit peu différent. Donc il y a un bénéfice qui est meilleur, et en plus on stimule par exemple la formation de masse musculaire et de l'entretien de la masse osseuse. Donc tout ça, ça diminue le risque de pathologie liée à l'âge, parce que l'ostéoporose est une maladie plutôt liée à l'âge quand même. Et le fait d'avoir de la masse musculaire, ça nous préserve aussi des infections en vieillissant. Les infections, c'est quelque chose qui nous tue quand on devient plus vieux, parce qu'on est moins résistant, du fait justement de la baisse de masse musculaire. Et c'est quelque chose, je sais pas si tu as vu, Rudy, je crois on en a parlé, je sais pas où, ou alors c'est sur un autre forum, je confonds peut-être. Ça te dit rien, non? Sur le système immunitaire et les protéines?
Bah, je lis pas trop la rubrique diététique. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Bah, je sais pas, il y a tellement de messages sur le forum, j'essaye d'assurer la catégorie entraînement. Oh là là, mais qu'est-ce que tu leur apprends à tes élèves alors? Bah, je leur fais acheter ton livre. Tu te mets pas à la page? Ah, tu leur fais acheter Je mon leur fais livre? acheter le livre La nutrition de la force par Julien Vénesson, Bon, bah, ça va alors. qui coûte même pas 20 €. Oh là là, c'est cher, hein. Bon, en tout cas, j'expliquais que les natural killers, les cellules du système immunitaire, sont plus actives et réagissent plus vite et en plus grand nombre quand notre masse musculaire est importante. C'est proportionnel à la masse musculaire. Donc en fait, c'est probablement parce que les cellules du système immunitaire sont des protéines. Quand une infection arrive, elles n'attendent pas qu'on mange des protéines pour réagir ou pour se construire. Donc les sources de protéines majeures, c'est le muscle. Donc une bonne masse musculaire, c'est garant d'une bonne réponse immunitaire. Donc On peut dire, est-ce que plus je suis musclé ou il y a une limite à partir de laquelle je suis pas plus résistant? Bah écoute, c'est une bonne question parce que je me la suis posée aussi. Et je dois dire que j'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a une limite, mais je pense que je veux dire ça doit être une sorte, à mon avis, de courbe logarithmique. C'est-à-dire que même si tu continues à prendre de la masse musculaire, tu as quand même un bénéfice qui est pas aussi important qu'un débutant qui d'un seul coup progresse. Mais oui, je pense qu'il y a un bénéfice réel. Hein. De toute façon, on peut voir intuitivement que quand on est très très malade, on a tendance à maigrir, soit parce qu'on peut pas manger, soit parce que on n'est pas bien, etc. Donc il faut qu'il y ait des réserves. Si ces réserves c'est des graisses, bon, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Si on a des réserves de protéines, c'est mieux. Et ça, c'est le muscle. Bon, bah. Donc voilà. Donc je suis protégé. J'ai la jeunesse éternelle. Donc ça, c'est le bénéfice de l'activité physique pour l'âge. Et après, il y a quand même l'alimentation aussi, c'est quand même très très important. Donc, on peut suivre par exemple les recommandations de mon livre au niveau du choix des aliments. C'est adapté à tout type de personnes. Hein. Donc voilà. Par exemple, d'avoir un bon équilibre des acides gras, c'est fondamental pour maintenir des bonnes artères, etc. Un bon système nerveux, pour limiter les maladies, quoi. Donc, En santé. alors, il y a une question qui revient souvent, mais on n'y a pas encore répondu dans le podcast. Est-ce que de manger près de l'entraînement, ou même 2-3 heures avant, est préjudiciable pour avoir une bonne congestion, un bon entraînement, à cause du système digestif qui serait en fonction, qui va avoir besoin de beaucoup de sang? J'aime beaucoup ta présentation des questions. Alors, oui, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, mais je comprends pas trop pourquoi. Parce que il suffit de voir il suffit de faire le test. Si vous mangez un petit peu trop et que vous allez vous entraîner, ce qui va se passer, c'est pas que vous allez moins congestionner. Au contraire, vous allez bien congestionner, mais vous allez être ballonné. Parce que vos muscles, ils vont attirer le sang, de toute façon. Déjà en temps normal, même si vous mangez pas, le système digestif a tendance à se vider un peu de son sang pendant qu'on fait du sport. Donc, si vous avez mangé, le problème c'est que à ce moment-là, la digestion va être un peu bloquée. Donc vous risquez d'avoir des petits soucis. Ça peut être juste un inconfort, ça peut aller jusqu'à des vomissements ou de la diarrhée éventuellement. Donc c'est pas idéal non plus de se gaver avant l'entraînement. Faut y aller progressivement, faut augmenter les quantités progressivement pour habituer les systèmes digestifs. Mais en tout cas, ça n'aura pas d'impact négatif sur la performance. Et au contraire, si on a bien mangé avant l'entraînement, on gestionne plus facilement. Hein. Je pense que ça, t'es d'accord. Ouais, donc en gros, faut faire le test de voir ce qu'on peut manger au niveau quantité ou pas pour être en forme à l'entraînement, quoi. Ouais, mais bon, il suffit de commencer doucement, éventuellement des produits plutôt en poudre, par exemple, des protéines en poudre, des glucides en poudre, et puis augmenter progressivement la quantité, et jusqu'à ce qu'on voit que bon, là c'est bien, pas plus, quoi. Alors, en fait, plus on mange, mieux c'est. Hein. Donc plus on mange, mieux c'est. Avant l'entraînement, oui. À condition que ce soit pas du pâté ou des rillettes, quoi. Faut que ça reste un petit peu digeste, mais le principe c'est que si on a des nutriments dans le sang pendant l'entraînement, ils vont être immédiatement disponibles. Donc pour les muscles, ça va être tout de suite, on va pouvoir tout de suite contrer les dégâts produits par l'entraînement, donc c'est intéressant. Après c'est vrai que maintenant qu'on a les hydrolysats, donc comme le PeptoPro qu'on prend pendant l'entraînement, donc c'est des protéines hein, pour ceux qui n'ont pas tout écouté. C'est des protéines qui sont prédigérées et qui s'absorbent très très vite.
et ça a la particularité d'être très efficace, donc pris pendant l'entraînement. Donc de fait, quand on prend du Pepto Pro pendant l'entraînement, on est peut-être moins obligé de se gaver avant l'entraînement, puisqu'on a quelque chose d'encore mieux qu'on peut prendre pendant, mais avant ça n'existait pas. Donc tu es un grand fan du Pepto Pro. Oui, je trouve vraiment que c'est un bon produit, ça c'est clair. Bah, c'est le seul qui possède ces caractéristiques. Hein. Ça s'assimile plus vite, par exemple, que des BCA ou... Oui, ça s'assimile plus vite. Alors, faut pas penser que... Parce que souvent les gens pensent que... Comme ils ont appris qu'il y avait... bon, les protéines, c'est des peptides, c'est-à-dire un ensemble de petites molécules d'acides aminés qui sont collées les unes aux autres. Et plus le peptide est petit, plus dans l'idée, on se dit ça va être digéré rapidement, parce que c'est des petits morceaux. Mais en fait, il s'avère que... donc les BCA, c'est des acides aminés libres, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus petit. Il s'avère en fait que les dipeptides ou les tripeptides, donc c'est-à-dire des ensembles de 2 ou 3 acides aminés, sont digérés plus rapidement que des acides aminés libres. Alors la raison de ça, c'est probablement parce qu'il y a des transporteurs spécifiques au niveau de l'intestin, mais je crois que c'est pas encore très clair. Et en tout cas, c'est ce qu'on constate. Donc il vaut mieux prendre du Pepto Pro que des acides aminés libres. Par contre, ça remplace pas les BCA, hein, parce que c'est une utilité distincte. Mais il y a pas d'autres produits qui... Enfin, il y a d'autres hydrolysats, mais il n'y a rien de mieux que les hydrolysats pendant l'entraînement. Qui sont absorbés tellement vite qu'ils sont capables de bloquer le catabolisme d'une part, et de passer en anabolisme pendant l'entraînement. Ça, il y a aucun produit, aucune protéine qui est capable de faire ça pendant l'entraînement. C'est-à-dire que comme ça arrive tellement vite dans le sang, et que ça provoque une hyperaminoacidémie, c'est-à-dire un taux de protéines élevé dans le sang, ça booste la synthèse des protéines musculaires, et ça compense complètement ce qui se passe pendant l'exercice. C'est-à-dire la destruction des fibres musculaires par l'exercice. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. J'espère qu'ils vont comprendre. Tu es érudit ou pas? Ouais, moi je comprends, mais... Oui, bon. Bah écoute, on fera un 3e podcast pour expliquer si jamais c'était pas clair. Donc, on va parler maintenant des céréales. Donc les meilleures, les plus intéressantes, ce qu'elles apportent par rapport à l'autre. Donc s'il y a plus de potassium, de magnésium dedans. Est-ce qu'il existe des céréales peu connues en France, avec beaucoup de bienfaits? Alors, c'était ça la question. Je croyais qu'il y avait une suite. Oui, alors pour moi la céréale, c'est pourtant assez connu dans certaines régions de France, mais on l'utilise pas trop et qui est vraiment bien parce qu'elle a une teneur en magnésium très très élevée et elle est assez digeste et en plus moi j'aime bien son goût personnellement, c'est le sarrasin. Enfin, c'est pas vraiment une céréale d'ailleurs, mais c'est utilisé comme une céréale. Tu manges du sarrasin, Rudy, ou... Non, pas du tout, je connais juste la farine de sarrasin pour faire les crêpes. Bah c'est pas mal, il y avait Patrice de la team faisait des crêpes avec de la farine de sarrasin et des œufs le matin. C'est très bon. Et on trouve du sarrasin directement en céréales? Oui, en grain. C'est pas une céréale en fait. Hein. En grain, et alors c'est bon au goût? Bah oui, ça a le même goût que... En fait, si vous aimez les crêpes de sarrasin, vous risquez d'aimer le sarrasin. En fait, c'est un tout petit peu plus fort, puisque dans les crêpes de sarrasin, il y a un mélange de blé et de sarrasin, de farine de sarrasin, mais le sarrasin pur est un petit peu plus corsé, et c'est excellent. Hein. Et on peut faire des mélanges, par exemple, on peut faire cuire ces petites graines de sarrasin dans son riz. Ça va lui donner un petit côté sympathique, un peu original. Donc voilà. Julien Coff et les recettes au sarrasin. Et Rudy Robuchon alors. Voilà. Donc ouais, c'est le truc principal. En plus, le sarrasin est sans gluten pour ceux qui sont sensibles. Parce qu'il y a pas mal de gens maintenant qui sont sensibles au gluten ou intolérants, allergiques. Et donc je recommande pas mal ça. Après, faut aimer, il y a le goût. Hein. Sinon, dans les céréales méconnues, oui, il y en a un paquet et je dois pas toutes les connaître. Hein. Mais il y a le teff. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une céréale africaine. C'est un peu spécial. Bon. C'est assez introuvable d'ailleurs, comme ça intact, mais on peut trouver de la farine de teff dans les magasins biologiques. Il y a des gens qui l'utilisent pour faire du pain. Bon. C'est spécial.
Personnellement, voilà. Après, en termes des valeurs nutritionnelles du TEF, c'est un peu complexe parce que comme c'est pas hyper connu non plus, c'est pas hyper analysé. Ça a l'air très riche en fibres d'après ce que j'ai pu voir, des fibres pas trop agressives. C'est l'avantage aussi du sarrasin ou de l'avoine ou même de l'orge, en particulier quand on les fait cuire par rapport au blé complet ou au riz complet. Les fibres sont plus douces pour l'intestin. Donc c'est plus agréable. Voilà, on a moins de possibles désordres digestifs. Et puis même à manger, c'est un peu plus souple, quoi. Donc voilà, principalement. Donc pas d'autres céréales méconnues. Bah il y a méconnu, je sais pas si c'est méconnu, parce que maintenant les gens, surtout ceux qui nous écoutent, doivent un peu s'intéresser, je pense, à tout ça. Mais il y a le millet aussi, qui est pas mal, c'est sans gluten aussi. Bon, moi j'aime bien les céréales sans gluten, je trouve que C'est un peu fade ça le millet, non? Je crois que j'ai déjà goûté, c'est pas terrible ça. Bah ça a un goût un peu spécial, mais si tu le mélanges avec autre chose, c'est bien. Ça fait un peu de la bouillie quoi. En flocon ou en... Ouais, en flocon là, tu fais Ouais. cuire, hein, c'est... Bah faut mettre moins d'eau, ça fait moins flocon, ça fait moins bouilli. Mais sinon, Julien Coff, as-tu une recette pour le millet? Bah, j'avais fait une vidéo ridicule il y a un certain temps, il y a pas mal de temps même. Tu te rappelles pas, non? Si, bah je regarde pas trop les vidéos recettes non plus, moi je suis pas le grand cuisinier. C'était avant Superphysique, je crois, c'était sur Smart ou au début de Superphysique. Donc bah, j'avais fait une recette que je faisais quand je m'entraînais pas mal, qui me prenait pas trop de temps à faire. Donc je prenais environ 120 grammes de flocons de millet, pesés crus donc, environ le double d'eau, en quantité d'eau. Je mets ça au micro-ondes pendant 2 minutes, ensuite je touille un peu, je remets 2 minutes, je touille un peu. Donc là ça fait une belle masse bien, bien compacte. Et par-dessus je rajoutais 20 grammes de whey et 20 grammes de caséine, avec 2 ou 3 jaunes d'œufs. Et éventuellement un peu de cacao maigre, genre Vanouten, quelque chose comme ça. Et tu mélanges tout ça, ça te fait une bonne bouillie, qui est pas mauvaise. Hein. Enfin, faut aimer le cacao. Et voilà. Mais après, je suis pas, moi, je suis un peu quand même le Julien Coff débutant. Donc, si on veut de la sophistication, faut peut-être se tourner vers Rudy Robuchon, parce que je suis pas hyper expérimenté pour la cuisine en fait. Enfin, moi, je fais beaucoup de choses très simples, quoi. Après, voilà, on peut rajouter par exemple des petits fruits secs dedans pour donner un peu de goût sucré. Si on n'en met pas 3 tonnes, ça sera pas vraiment négatif, surtout si on essaie de grossir, par exemple. On devrait faire une émission culinaire ensemble, je pense. Ah bah, à mon avis, ça serait tout à fait palpitant. Hein. Ce serait génial. Hein. Je pense qu'on ferait du nombre à TF1 avec ça. Le concours Miss France aurait probablement pas fait beaucoup de... En plus, je sais pas si t'as vu, c'est donc petit aparté, c'est Miss Alsace est gagnée. Oui, j'ai vu. Elle a pas bouffé beaucoup de choucroute, hein. Pourquoi elle est maigre comme un coucou, j'ai pas vu. Ah non, bah elles sont toutes maigres de toute façon, mais pas trop bouffer la choucroute et des spécialités alsaciennes, hein. Pas de pentus, pas de saloperie, hein. Je sais pas, faudra lui demander si elle mange du millet ou du sarrasin ou... Ou peut-être du chou nature. Du chou nature. C'est le secret des Miss, le chou nature. Truc dégueulasse. Bon, en tout cas, voilà, millet, sarrasin. Vraiment, pour moi, le sarrasin, c'est pas mal. Le riz. Le riz, il y a pas de grande valeur nutritionnelle dans le riz, mais c'est quand même très très digeste, le riz. Donc c'est quand même bien. Si on prend du basmati aussi, en plus, on a un index glycémique bas, donc c'est bien aussi pour la santé, puis pour le sport. Il y a un problème dont on n'a pas parlé, c'est la cuisson des céréales. C'est vachement long à cuire. Le riz, c'est super long à cuire. Bah, je sais pas, tu mets combien de temps pour cuire ton riz? Ah, je sais pas, c'est au moins un quart d'heure, 20 minutes. Ah, ça c'est long pour toi? Ah, bah voilà, on n'a pas parlé de ce problème. Attends, un quart d'heure, 20 minutes, c'est long, hein. Ah, moi j'ai un cuiseur à riz. Ah, voilà. Donc je mets mon riz, je mets mon eau, je pars. Et pour le sarrasin, comment tu fais? Bah, je fais pareil. C'est-à-dire que moi je mange rarement du sarrasin en grains tout seul, donc en général je le mélange avec du riz, puis je le mets dans le cuiseur à riz, ça cuit très bien. Et sinon je prends plutôt des flocons de sarrasin en ce qui me concerne. Donc ça c'est je les fais cuire avec de l'eau au micro-ondes. Ouais, donc si j'ai pas de cuiseur, je suis dans la merde. Bah non, mais tu les fais cuire comme le riz. Mais essaye en mélangeant d'abord.
en mélangeant avec du riz des As-tu une marque de cuiseur à conseiller? Ah, franchement, ça c'est piège parce que je trouve que c'est assez consternant en France. Moi, la mienne est assez ancienne, donc je l'ai acheté, je sais pas, ça fait au moins peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Mais le choix n'a pas beaucoup augmenté depuis. Donc je suis assez dépité parce qu'en Asie, pour ceux qui sont allés en Asie, je sais pas si vous savez, mais bon là-bas le riz c'est vraiment c'est culturel quoi. Quand un Asiatique, un Japonais quitte le domicile familial pour vivre seul, la première chose qu'il emmène, c'est symbolique ou qu'on lui offre, c'est un cuiseur à riz. C'est la première chose qu'il met dans son nouvel appartement. Donc tu vois, c'est assez fort. Et là-bas, ils ont un choix extraordinaire. Ils ont des cuiseurs à riz. Bon, c'est un peu la Rolls-Royce avec des fonctions de minuterie, de préparation, de mode de cuisson, des trucs dingues et qui sont en plus super design, vraiment jolis. Et j'ai toujours rêvé d'avoir ça, mais bon, faut le faire importer. Et, c'est pas évident. Et en plus, ça coûte cher. Mais en France, on n'a rien. On a vraiment, c'est minable hein, ce qu'on a. Donc moi, j'ai un vieux cuiseur à riz Seb qui a 6 fonctions, mais il y en a qu'une seule qui marche sur les 6. Enfin, le reste, ça fait un truc complètement immonde. Mais à part ça, bon, ça va, il fait son job. Je sais qu'il y a Cuisinart, je crois, je crois que c'est la marque, ou alors c'est le modèle, je sais plus, qui fait des cuiseurs à riz un petit peu plus modernes, un petit peu plus design, mais je les ai jamais utilisés, donc. Mais il n'y a pas beaucoup de choix. Je crois qu'il y a que maintenant hein, qui font des cuiseurs à riz. Sinon, à Paris, dans les quartiers asiatiques, ils ont des cuiseurs à riz plus ou moins de chez eux, mais ils sont plutôt basiques. C'est des Chinois. C'est on-off. Ils utilisent. Non, mais c'est vrai. Mais ça a l'air pas mal. Ils utilisent ça dans les restaurants, tous les restaurants japonais ou chinois de Paris, même d'ailleurs, ont un cuiseur à riz. Tu m'as fait avec ton fonctionnement basique on-off. Bah, c'est pas compliqué. Au moins, tu vas réussir à t'en servir. Mais voilà, mais sinon, moi je trouve que le cuiseur à riz, c'est un truc qui est pas mal pratique, ouais. Mm. Bon, on va essayer d'attaquer les questions santé, mais on est déjà à 50 minutes. Oh là 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 là. Ça passe vite. Qui tu crois déjà? Ça passe vite, donc question santé, quel est ton avis sur les vaccins? Oh là là, oh la question. Bon, on peut le dire clairement, la plupart c'est de la merde. Bah oui, mais alors après, ça dépend lesquels, quoi. Moi je suis pas spécialement pour les vaccins. Bon, par exemple, les vaccins contre la grippe, il y a une étude là que j'avais publiée qui a montré qu'ils étaient globalement inefficaces et qu'en plus chez la personne âgée de 65 ans ou plus, c'est-à-dire chez les gens pour qui on recommande le vaccin en France, il n'y a pas de données suffisantes qui prouvent son efficacité, ni de données non plus de sûreté. Donc bon, la politique. Il y avait eu un très bon livre justement aux éditions, c'est quoi, les éditions La Nutrition, c'est pareil que toi? Thierry Soucard. Thierry Soucard, voilà, édition Thierry Soucard, sur les vaccins justement. Vaccin, mensonge et propagande. Bah, je l'ai pas lu, hein. J'ai pas eu le temps de le lire. Bah moi je l'ai lu et donc ça fait assez peur, t'as plus envie de te faire vacciner. Ouais, mais je sais pas s'il est complètement objectif, le livre, je me suis pas penché dessus. Oui, même s'il est pas, c'est normal, c'est le titre fait que tu sais très bien à quoi tu vas t'attendre. Ouais. Mais t'as pas mal d'études, puis d'argumentation qui te montrent que... Ouais. Non, mais après, c'est certain que les bénéfices dans la vaccination ont été fortement exagérés, particulièrement pour certains virus. Alors la grippe en particulier, parce que là, c'est vraiment la cata. Mais après, la vaccination, on a longtemps voulu faire croire qu'il n'y avait pas d'effet néfaste, que c'était sans danger, etc. Mais c'est pas vrai, parce qu'on injecte quand même une souche virale ou un dérivé ou quelque chose comme ça. Inactif, d'accord, mais ça provoque une réaction du système immunitaire qui est un peu violente et qui n'est pas naturelle. Ouais, parce que le vaccin, en fait, c'est juste qu'on t'injecte le virus et on espère que tu vas te rétablir. Bah, le virus est mort, même si tu te rétablis pas, ça non, mais tu tapes sur internet vaccin et effet indésirable, des fois t'as des gosses, ouais. qui chopent des saloperies, quoi. Ouais. Retard de développement, t'en as une tonne, hein. Ouais, après, de savoir si c'est vraiment lié au vaccin. Ouais, tu peux pas le savoir exactement, mais... Mais c'est vrai que il y a voilà, il y a eu pas mal de gens qui ont par exemple déclenché des maladies auto-immunes après s'être vaccinés. Et la coïncidence, c'est vrai qu'elle est un peu curieuse, quoi. Donc bon, personnellement, je pense qu'il faut éviter de se vacciner à outrance et à tout va. Donc je suis pour les vaccins obligatoires. Alors le DTP, tout le monde n'est pas d'accord, mais le DTP c'est obligatoire. Et puis éventuellement l'Aurore. Après le reste.
Le reste, ne vous faites plus piquer. Bah après aussi ça dépend, je veux dire, il y a aussi une balance à mettre en jeu. Si on a un métier où on est exposé à beaucoup de, par exemple des infirmiers ou à beaucoup de problèmes, ça peut être bien de faire d'autres vaccinations. Ou quand on part dans des pays en voyage où il y a énormément de saloperies, ça peut être bien de faire attention à ça. Mais voilà, bon la question c'était mon avis, donc mon avis ne fait pas parole. L'unanimité. C'est pas l'unanimité, puis c'est pas parole d'évangile sur la question, parce que je suis pas spécialiste des vaccins, j'ai pas poussé les recherches là-dessus. Donc, pareil, on a une question après sur les cancers. Y en a-t-il plus qu'avant? Si oui, pourquoi? Ah oui, bah alors à mon avis, ça va terminer le podcast, cette question, parce que il y a pas mal à dire. Je me suis... donc justement, Rudy, je t'avais demandé si cette question était d'actualité, parce qu'il fallait que je trouve un peu de statistiques pour... pour pouvoir étayer un peu la discussion, parce que on entend un peu tout et son contraire sur ça, parce que c'est pas évident. Donc en fait, déjà en termes de statistiques, on a un petit problème au niveau des données qui existent à l'heure actuelle, parce que avant la guerre ou après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, entre les changements politiques, les changements des systèmes de santé, etc. Au niveau des données collectées, avant ça, il n'y a pas grand-chose, et puis à partir de là, c'est un peu le bordel, et après, ça va. Donc en gros, on n'a pas un recul énorme sur le cancer. On peut remonter à 1940, grosso modo, pour avoir des données fiables, tu vois, pour savoir si dire vraiment il y a eu une évolution dans quel sens, quoi. Donc bon, ça reste finalement relativement petit. Mais ce qui ressort de ça, c'est quand même que effectivement le nombre de nouveaux cas de cancer ne cesse d'augmenter. Pour prendre un exemple, en 1980, là je vois c'est pour la France, hein, j'ai des chiffres pour la France, en 1980, chez les hommes seulement, tout type de cancer confondu, il y a eu 96 819 cancers détectés. En 2000, il y en a eu 161 025. Donc c'est quand même beaucoup plus. C'est pas tout à fait le double, mais presque. Par contre, en contrepartie, d'un autre côté, la mortalité par cancer évolue moins vite. C'est-à-dire qu'en fait, on soigne mieux, on traite mieux les patients qui sont malades de cancer et on les sauve plus souvent qu'avant. Donc c'est plutôt Donc, positif. on a de meilleurs remèdes, quoi. On a de meilleurs traitements et un meilleur suivi. Il y a aussi le meilleur dépistage qui doit jouer là-dedans, parce qu'on dépiste les cancers plus tôt. Donc détecter un cancer plus tôt, ça participe à mieux le soigner, parce qu'on peut le soigner à un état plus précoce. Donc en termes de décès, toujours sur la même période, entre 80 et 2000, en 80 il y avait 75 264 décès et en 2000 il y en avait 92 300. Donc ça, il y a une évolution en pourcentage qui est plus faible que le nombre de nouveaux cas. Donc ça veut dire que qu'on a quand même progressé là-dessus. Ils sont suivis, mais pourquoi il y a plus de cancers, alors? Alors ça aussi, j'ai récupéré des statistiques qui sont très intéressantes d'ailleurs. Donc est-ce que c'est parce qu'on vit plus longtemps, donc c'est normal qu'il y ait des maladies qui arrivent, ou est-ce parce que l'alimentation est de plus en plus pourrie? Ou est-ce que... Ouais, bah je sais pas. Alors, quel est ton avis, Julien Coff? Bah, Julien Coff, spécialiste en cancer, ça fait un peu bizarre. En fait, ce qui apparaît évident à la vue des statistiques, c'est que c'est la dégradation de notre environnement et de notre mode de vie qui augmente le nombre de cancers. Donc ça plaît pas à tout le monde, parce qu'il y en a qui voudraient se dire qu'on vit dans un monde merveilleux, mais malheureusement non. Et on peut voir par exemple, alors le cancer le plus courant par exemple en 1975 dans tous les États-Unis. C'est quoi ce bruit là? C'est mon ordi qui a ouvert une pub. Donc le cancer qui était le plus courant en 1975, c'était le cancer de l'estomac. En 1975 aux États-Unis, il est suivi par le cancer du poumon. Et maintenant, en 2011, c'est le cancer du poumon qui est le cancer le plus fréquent. Et le cancer du poumon, c'est un cancer qui a plus de 90% et toujours provoqué par la cigarette. C'est vraiment le cancer du fumeur. Donc ça veut dire que il y a déjà les gens fument pas moins et il y a vraiment en plus les femmes fument de plus en plus.
Donc il y a de plus en plus de cancers du poumon. Donc c'est un très bon exemple lié à l'environnement. Il y a aussi le cancer du sein chez la femme. Entre 1975 et 1990, c'était kiff-kiff bourricot en termes de proportion, et maintenant c'est le deuxième cancer. Donc c'est quoi? C'est à cause de la pilule? Le cancer du sein? Ouais, parce que j'ai regardé justement que ça augmentait le risque de cancer du sein. Bah écoute, peut-être, je dois te dire que là je sais pas ça de tête, si ça doit pas être non plus énorme, mais par contre, moi je pense que c'est surtout le déficit en vitamine D, parce qu'on a des études qui montrent que ça réduit très très fortement le risque de cancer le risque de cancer du sein, la vitamine D. Donc on a une augmentation de risque de cancer du sein. Et puis il y a peut-être aussi, alors je sais pas trop si les produits laitiers ont été incriminés ou pas dans le risque de cancer du sein. Mais donc ça c'est des exemples. Il y a aussi le cancer de la prostate chez l'homme. Le cancer de la prostate, ça ne cesse d'augmenter en fait. Depuis 1975, avant c'était 3% de tous les cancers, maintenant c'est 7%. Donc c'est quand même pas mal. Et voilà, après il y a d'autres cancers qui sont plus l'œsophage, le foie, ça reste très stable. Donc en fait on voit que puis le cancer colorectal aussi, ça c'est beaucoup lié à l'alimentation, aussi le déficit en vitamine D est vachement impliqué dans le risque de cancer du côlon. Donc on voit que les trois plus gros cancers sont vraiment le cancer du côlon, le cancer du sein et le cancer du poumon sont des cancers qui sont très très liés à l'environnement et au mode de vie. Donc avec tout ce que tu dis, en fait, si je prends de la vitamine D, je vais être pas mal protégé. Bah ça va diminuer ton risque, oui, très fortement. Ouais, ça c'est vrai. Enfin, faut pas se reposer que là-dessus, hein. Parce que si tu fumes et qu'en même temps tu prends de la vitamine D, elle pourra pas te sauver complètement. Après, tout le monde ne tombe pas malade de toute façon d'un cancer, même en fumant, mais mais c'est une bonne idée, oui, de prendre de la vitamine D. De toute façon, on en a pas mal parlé, quel que soit le motif, on trouve tout un tas de raisons pour laquelle cette supplémentation au moins est vraiment indispensable, je pense. Voilà. Donc oui, il y a plus de cancer qu'avant. Ouais. Et donc c'est lié à notre mode de vie, à ce que nous mangeons, à ce que nous fumons. Et à un environnement aussi pollué. Donc un environnement pollué. Donc on va... Je finirai par une petite anecdote si tu me le permets. Vas-y. J'ai chez moi, comme tout le monde maintenant, vous devez avoir des ampoules à économie d'énergie. Je suppose. Je sais pas. Tu sais pas ce que t'as comme ampoule chez toi? C'est pas moi qui gère les ampoules. Ah merde. Bah ta secrétaire. Tu demanderas à ta secrétaire ce qu'elle achète. Ouais, elle va être contente que tu l'appelles secrétaire. En tout cas, donc comme tu sais maintenant, les ampoules à incandescence sont en train de disparaître. Et maintenant on nous vend des ampoules à économie d'énergie. Ces ampoules à économie d'énergie sont bourrées de mercure. Donc on nous a bien rabâché à la télé qu'il fallait les ramener dans les magasins pour qu'ils les recyclent. Parce qu'il ne faut pas jeter dans la nature les ampoules à économie d'énergie, parce que le mercure, c'est un gros pollueur. Et quand on l'ingère, on a vraiment beaucoup de soucis, quoi. Donc du coup, moi, comme je suis quelqu'un d'assez bête et méchant, j'ai voulu ramener au magasin près de chez moi une ampoule à économie d'énergie, donc. Et la dame me dit, c'était un Bricorama, je crois. Elle me dit, ah bah non, mais on n'a pas de bac de récupération. Ah, bon. Alors je vais à Darty, je demande, ils vendaient aussi des ampoules. Mais non, on n'a pas, monsieur, on n'a pas de bac de récupération. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de mon ampoule? J'ai trouvé ça assez consternant, puisque au final, si moi, en faisant la démarche d'aller chercher un container pour mettre mon ampoule, je la trouve pas. Et en plus, tu te fais chier à perdre ton après-midi, et il y en a pas. Exactement. Et en plus, ça veut dire que les autres gens, qui sont comme moi, et qui ont peut-être pas cette envie, justement, d'aller se faire chier, tout le monde jette ces ampoules-là dans les poubelles, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, c'est pour illustrer le fait qu'on a un environnement qui est de plus en plus pourri, quoi. Parce que aussi, d'une part, on nous éduque pas à tout ça, et quand on essaye de nous y éduquer, on n'en donne pas les moyens, on en donne les moyens à personne pour faire en sorte que ça change. Donc c'est assez minable. Voilà. Donc, super, quoi. Bienvenue dans... Coup de gueule du jour. Voilà. Bon on va finir le podcast avec cette question. On n'a même pas répondu à toutes les questions qu'il y a celle de la dernière fois.
Donc je pense qu'on fera pas de topic pour la suite des questions, parce que là il y en a encore 2 pages. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux, hein. Bon bah donc, merci Julien pour ce deuxième podcast. Avec plaisir Rudy, au revoir à tous. Bonne écoute à tous et à plus sur Superphysique.